Europe 1. Il est 8h15, Patrick Cohen, vous recevez ce matin la présidente Les Républicains du Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Face à vous, Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1, qui aura une question à vous poser. D'abord, les intempéries, les routes bloquées. Est-ce que vous aussi, vous faites monter la polémique? Est-ce que vous dites que la pagaille, c'est la faute du gouvernement? Ce que je dis, c'est que évidemment, il faudra faire un retour d'expérience, comme à chaque fois que nous avons des épisodes climatiques un peu paroxystiques. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu sans doute être faites mieux. Et moi, mon gros point noir, me semble-t-il, sur ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est l'information des automobilistes et des voyageurs. Et je pense que à l'heure de l'internet, à l'heure du digital, c'est un sujet sur lequel il faut que nous soyons beaucoup plus exigeants, parce que on a les moyens aujourd'hui de l'être. Et vous savez qu'en 2018, moi j'avais souhaité, dans mes vœux à la SNCF et à la RATP, que l'information voyageur soit au cœur du projet de transport francilien. Et je pense qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. Franchement, moi il se trouve que j'ai tenté de prendre le train hier et que vraiment l'information voyageur était totalement Mais je croyais que la dysfonctionnelle. responsable des transports en Ile-de-France, c'était vous? Non, moi je suis le client de la SNCF et de la RATP, le premier client, c'est-à-dire que je Vous leur avez votre donne... mot à dire quand même. Monsieur Cohen, je leur donne, oui j'ai mon mot à dire, je leur donne mandat d'exploiter Oui. les lignes, et sur l'information voyageur, je leur donne des dizaines de millions d'euros pour améliorer le système. Et je peux vous dire d'expérience, puisque je n'avais pas d'autre moyen que de prendre le train hier, donc je suis allé prendre le train qui était annoncé au départ et qu'il n'est jamais parti. Et que dans la gare, on nous disait qu'il allait partir, que sur les applications smartphone, on nous disait qu'il allait partir, qu'il n'est jamais parti. J'ai le privilège de pouvoir appeler le directeur de la ligne, j'ai su qu'il ne partirait pas avant 10h du matin. Voilà. Mais l'information n'était pas donnée. Donc je me suis un peu fâchée et je considère en plus que c'est mon rôle d'aller sur les lignes vérifier ce qu'on me dit. Et malheureusement, on me dit souvent que ça va bien alors que ça ne va pas bien. J'entends quand même votre ton beaucoup plus modéré que celui de la plupart des porte-paroles de LR. Gilles Platret, maire de Châlons, porte-parole de LR, je le cite, des dizaines de millions d'euros pour la Tunisie et le Sénégal, mais un président et un gouvernement incapables d'anticiper un épisode neigeux à Paris. Est-ce qu'il faut arrêter l'aide au développement pour acheter des neigeuses, Valérie Pécresse? Franchement, ça n'a rien à voir, et il se trouve que moi je suis très favorable à ce que nous ayons un grand plan Marshall pour l'Afrique. Donc le sujet, les deux sujets n'ont rien à voir. En revanche, moi je voudrais quand même dire qu'il y a des choses qui ont été apprises de 2013. Par exemple, vous avez vu que la RATP a fait circuler les métros aériens toute la nuit. Et pourquoi elle l'a fait? Parce qu'en 2013, les rails avaient gelé pendant la nuit. Et donc, en faisant circuler les métros aériens toute la nuit, elle a évité que les métros ne puissent pas circuler, qu'il y ait une grosse panne de métro. Donc, on apprend des épisodes. Mais... La nationale 118, on n'a pas appris. Alors, sur la 118, écoutez, figurez-vous que j'ai été aussi personnellement concernée, puisque, oui, parce que moi, je suis rentrée par la route des Gardes, parce que la N118 était fermée. Le pavé des Gardes, ça monte encore plus. J'ai mis 3 heures pour rentrer. J'ai cru que je n'allais jamais arriver chez moi. Et j'ai une pensée vraiment très, j'allais dire, sympathique et presque affectueuse, je vais dire, à tous les automobilistes qui ont été bloqués pendant toute la nuit, parce que je pense que ça a dû être un enfer. Et là-dessus, encore, je pense que l'information n'est pas passée. Parce que nous n'avions pas l'information qu'il fallait rentrer beaucoup plus tôt. Donc je pense que cette question de l'information, elle va être au cœur des discussions. Mais il y a une autre question que je veux mettre au cœur des discussions. Dites-nous. C'est le télétravail et l'organisation du travail. Parce que le sujet dans notre région, vous le savez, c'est que nous avons en plus des réseaux saturés et vétustes. Donc comme ils sont saturés et vétustes aux heures de pointe, c'est une source de fragilité supplémentaire. Il faut que les gens puissent rester chez eux pour travailler. Mais pas seulement rester chez eux. Il faut que toutes les entreprises et les administrations se mettent aujourd'hui, maintenant, en discussion sur une nouvelle organisation du travail, avec des horaires décalés, avec la possibilité de ne pas arriver tous aux mêmes heures, avec les décalages de heures de pointe. C'est ce que nous faisons au Conseil régional. 600 agents sur 1800 aujourd'hui sont en télétravail 2 jours par semaine. Et il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, dans la capitale de la 5e puissance mondiale, on n'organise pas mieux le travail. Et je vais en parler aux patrons, aux chefs d'entreprise franciliens, et je vais en parler aussi aux administrations franciliennes, aux ministères, au gouvernement. Il y a 1 million de fonctionnaires en Ile-de-France. S'ils pouvaient télétravailler, eh bien, il y aurait moins de monde dans les transports et moins de monde qui galère. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Je voudrais vous parler d'une autre région, plutôt d'un autre territoire, la Corse. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de refuser la plupart des demandes nationalistes? Pour moi, la Corse, c'est la France. Et quand je vois que dans le bureau de mon collègue Gilles Simeoni, il n'y a pas le drapeau français, ça me glace.
C'est Et votre j'y collègue. suis. Et oui, c'est mon collègue président de l'Assemblée de Corse. Mais l'exécutif, ouais. de l'Assemblée territoriale de Corse. Mais je le dis avec d'autant plus d'émotion qu'il se trouve que ma mère a des origines corses. Donc je sais tout ce que la Corse a apporté à la France. Et je suis très heureuse que le président de la République n'ait pas cédé sur 3 points qui, moi, me semblaient vraiment des lignes rouges à ne pas franchir. Une langue, la langue française, même si on apprend le corse. Une langue. Pas d'amnistie pour les crimes de sang, et puis pas de statut de résident corse. Enfin, pour moi, c'était vraiment aller dans ces directions-là, ce serait reconnaître en réalité que la Corse va sortir de la République. Alors, sur la question de la Constitution... Une éventuelle mention de la Corse dans la Constitution, a dit le président moi, hier, je vais vous dire, je suis ouverte sur la possibilité dans la Constitution d'avoir un droit à la différenciation, c'est-à-dire un droit à l'expérimentation par les collectivités d'un certain nombre de spécificités. Mais en revanche, je suis défavorable à l'inscription de la Corse dans la Constitution parce que, pour moi, j'ai peur d'ouvrir la boîte de Pandore. On commence avec la Corse, quid de l'Occitanie, de la Bretagne, de l'Alsace, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui de détricotage de la République et de son indivisibilité ? Je dois avouer que sur ce point-là, je ne suis pas favorable. PSQ, police de sécurité du quotidien. Est-ce que c'est un bon sigle et surtout, est-ce que c'est une bonne idée ? Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, va en dévoiler tout à l'heure les missions et les moyens. Eh bien, pour tout vous dire, si l'objectif c'est de renforcer les effectifs de sécurité de la police nationale, on est tous favorables à ce qu'il y ait plus de police aujourd'hui sur le territoire et plus de moyens donnés à la police parce que les enjeux de sécurité sont énormes. Alors en revanche, ce qui m'inquiète sur ce projet, c'est que la police de proximité de Lionel Jospin n'a absolument pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un mélange des genres entre la mission de la police nationale qui est d'élucider les crimes, de sanctionner, de faire la police nationale, d'affirmer l'autorité de la loi, et ce que on attendait d'une police de proximité, c'est-à-dire une proximité avec les habitants. Oui. Ça n'existait pas. Ça n'a pas contribué à apaiser les quartiers. Non, ça a complètement dysfonctionné. C'est d'ailleurs à l'origine, me semble-t-il, de la montée de l'insécurité dans les années 2010-2011, parce qu'il y avait plus de vraies polices efficaces. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut renforcer la chaîne de sécurité. Moi, je serais beaucoup plus favorable à l'idée que les polices municipales doivent devenir obligatoires dans les villes d'un certain nombre d'habitants et que c'est aux polices municipales qu'il faut renforcer leur mission et leur donner la vraie police de proximité, tout en renforçant la police nationale dans son rôle, qui est celui de prévenir les crimes et les délits. Une ou deux questions, Valérie Pécresse, sur LR et ses 2 succès électoraux dimanche dernier. Vous êtes vous-même déplacé dans le Val d'Oise, entre les 2 tours des législatives. Laurent Wauquiez affirme que ces 2 succès valident sa stratégie d'une droite qui s'assume. Il a raison ? Bien, d'abord, dire que clairement, ces 2 scrutins sont un avertissement à Emmanuel Macron. C'est un avertissement à Emmanuel Macron parce que ça prouve que, disons, la vague sur laquelle il a surfé en juin, qui était une vague qui était un peu un blanc-seing donné par les électeurs pour qu'il fasse sa politique, eh bien, il n'y a plus de blanc-seing. Néanmoins, ces 2 circonscriptions sont assez peu significatives. C'est des circonscriptions qui étaient historiquement à droite, dans lesquelles nous avions des très bons candidats, qui ont d'ailleurs souhaité que nous leur fassions, Laurent Wauquiez et moi, des gestes de soutien. Donc ça prouve qu'en réalité, c'est le rassemblement de toutes les sensibilités de la droite derrière ces très bons candidats qui a permis, dans un contexte de très très forte abstention, à ces candidats de gagner. Je crains que ce ne soit pas très significatif. C'est significatif d'un début de défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron, parce que sa politique ne porte pas les fruits souhaités, notamment en termes de pouvoir d'achat. Il ne tient pas ses engagements. Le matraquage fiscal est toujours là. D'accord. Donc ne pas surinterpréter et ne pas surréagir à ces 2 succès électoraux. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se contenter, nous les Républicains, de gagner sur les erreurs d'Emmanuel Macron. On ne regagnera pas la confiance des Français uniquement en se mettant en opposition. Il faut proposer. C'est tout l'objectif de Libre, mon mouvement, c'est d'être en proposition neuve sur des sujets sur lesquels on n'a pas d'idée. Vous le savez, j'ai pris position sur des sujets de politique familiale, comme le congé de paternité, sur des sujets de drogue, lutte contre la toxicomanie. Justement, Hélène Jouan voudrait vous poser une question là-dessus, Hélène. Alors justement, effectivement, vous ne voulez pas être une opposante à Laurent Wauquiez, mais vous avez dit que vous voulez être une proposante avec votre mouvement Libre. Vous êtes même lancé un défi, une idée neuve par semaine. On est déjà
jeudi. Quelle est votre idée neuve pour cette semaine? Et vous savez qu'on a proposé 3 idées neuves. Dans la semaine? 3 idées neuves depuis le début du mois. C'est un stock. La première sur les prisons. Les prisons sont totalement saturées aujourd'hui et on nous dit, eh bien, il faut, alors si on écoute Madame Belloubet, il faut moins de délinquants condamnés en prison, il faut aménager les peines, il faut surtout pas qu'ils aillent en prison. Et puis du côté des Républicains, on dit, il faut durcir les peines. Ouais. Bon, eh bien moi, je propose une troisième proposition, une troisième voie, qui serait de construire des centres de détention qui soient pour les primo-condamnés spécifiques, avec beaucoup moins de normes de sécurité, ce qui permettrait de les ouvrir dans l'année, et pas de dire on va construire 15 000 places dans 6 ans, parce que construire des places de prison avec les normes de sécurité, ça prend 4 ou 5 ou 6 ans. Donc des centres de détention avec des normes de sécurité moindres. Et vous avez des terrains en Île-de-France pour construire ça ? Dans lesquels on pourrait mettre des détenus primo-condamnés pour éviter qu'ils soient confrontés à des caïds, qu'ils soient radicalisés, qu'ils soient l'école du vice. Vous savez que la prison, c'est l'école du vice. Et puis ça permettrait aussi de désaturer les centres, les prisons actuelles. Cette proposition-là, elle est sur la table. Et j'ai même proposé que la région aide à financer la reconversion d'anciennes casernes, par exemple, qui pourraient devenir ces centres de détention. Pourquoi on peut les faire aujourd'hui, ces centres de détention, j'allais dire, à normes allégées ? Eh bien, c'est parce qu'on a des bracelets électroniques. Donc aujourd'hui, on peut très bien mettre dans des centres fermés des primo-condamnés en leur disant, si vous sortez de ce centre fermé, eh bien, votre peine sera doublée, vous irez dans une vraie prison, etc., etc. Donc, je crois que cette idée-là, elle est de nature à la fois à résoudre le problème de la saturation des prisons et en même temps à résoudre un autre problème qui, moi, me tracasse, c'est que la sanction aujourd'hui n'est plus efficace. Nous avons des caïds avec des bracelets électroniques dans les quartiers, c'est une provocation et ça montre que notre système pénal ne fonctionne plus et pour les habitants des quartiers populaires, ça montre l'impunité des délinquants. Voilà, vous avez votre idée neuve. Hélène Jouan. Pas sur de la semaine, mais parce que vous l'en avez déjà. Mais c'est pas grave, c'est une idée neuve. Merci Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, d'être venue ce matin en direct au micro d'Europe 1.